Manuel de recherche en sciences sociales, la 4e étape, la construction du modèle d'analyse. 1. Objectif. Le travail exploratoire a pour fonction d'élargir les perspectives d'analyse, de prendre connaissance avec la pensée d'auteur dont les recherches et les réflexions peuvent inspirer celles du chercheur, de mettre au jour des facettes du problème auquel il n'aurait sans doute pas pensé par lui-même, au bout du compte, d'opter pour une problématique appropriée. Cependant, ces perspectives et ces idées nouvelles doivent pouvoir être exploitées au mieux pour comprendre et étudier de manière précise les phénomènes concrets qui intéressent le chercheur, sans quoi elles ne servent pas à grand-chose. Il faut donc les traduire dans un langage et sous des formes qui les rendent propres à guider le travail systématique de collecte et d'analyse de données d'observation qui doit suivre. Tel est l'objet de cette phase de construction du modèle d'analyse. L'exposé de cette étape se fera ici en 3 temps. Dans un premier temps, on verra en quoi consiste un modèle d'analyse. On montrera comment élaborer les concepts en vue de les rendre opérationnels pour les recherches concrètes. On examinera également les fonctions des hypothèses dans le processus de recherche. Comme toujours, nous partirons d'exemples concrets. D'une part, la recherche d'Émile Durkheim sur le suicide, d'autre part, un travail de théorisation du pouvoir à partir d'une approche en termes de réseau d'acteurs sociaux. Dans un deuxième temps, on indiquera 2 voies possibles pour construire le modèle d'analyse de sa propre recherche. La première consiste à emprunter à une théorie existante ses concepts et hypothèses générales, tout en les adaptant avec pertinence aux phénomènes étudiés. Cette première voie est généralement en affinité avec une démarche déductive. La seconde voie, davantage en affinité avec une démarche inductive, consiste à bricoler ses propres concepts et hypothèses. Enfin, dans un troisième temps, on montrera comment le modèle d'analyse a été construit, tantôt à partir de concepts empruntés, tantôt à partir de concepts bricolés, dans des recherches réelles portant sur 2 questions concrètes. Celle des comportements face au risque de contamination par le VIH et celle de la signification de la participation de citoyens à une action collective. Ces 2 applications seront reprises dans les 2 étapes suivantes, l'observation, étape 5, et l'analyse, étape 6, de manière à permettre au lecteur de saisir le processus de recherche dans son ensemble et dans sa continuité, en percevant bien les articulations entre les différentes étapes. 2. En quoi consiste le modèle d'analyse ? Pour expliquer en quoi consiste un modèle d'analyse, partons de 2 exemples. Après les avoir exposés, nous en retirerons un certain nombre d'enseignements essentiels sur la construction des concepts d'abord, sur la formulation et les fonctions des hypothèses ensuite. 2.1 Le suicide. Comme nous l'avons vu plus haut, Durkheim voit dans le suicide un phénomène social lié notamment à l'état de cohésion de la société. Selon lui, chaque société prédispose fortement ou faiblement ses membres au suicide, même si ce dernier reste également un acte volontaire et le plus souvent individuel. Pour géniale qu'elle soit, cette intuition n'en demande pas moins à être développée et confrontée à la réalité. Cela nécessite d'abord que les notions de suicide et de taux de suicide soient définies de manière précise. C'est ce que fait Durkheim dans l'introduction de son ouvrage. On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. Par cette définition précise, Durkheim entend éviter les confusions qui conduiraient à prendre en compte ce qui ne doit pas l'être, par exemple les cas de personnes se donnant accidentellement la mort, et à omettre ce qui doit être pris en compte, par exemple les cas de personnes qui recherchent et acceptent leur propre mort sans la provoquer matériellement elles-mêmes, comme le soldat qui se sacrifie volontairement sur un champ de bataille ou le martyr qui refuse d'abjurer sa foi jusque dans la mort. En réduisant au maximum les risques de confusion, cette définition de la notion de suicide permettra à Durkheim de comparer valablement les taux de suicide de différentes régions d'Europe. Quant au taux de suicide, il est égal au nombre de cas correspondant à cette définition qui apparaissent au cours d'une année dans une société donnée pour 1 million ou 100 000 habitants. Ces 2 notions représentent plus que de simples définitions comme on peut en trouver par milliers dans les dictionnaires. Elles s'inspirent d'une idée théorique ici, la dimension sociale du suicide, qu'elle transpose dans un langage précis et opérationnel permettant, dans le cas qui nous occupe, de rassembler et de comparer des données statistiques. Reliées à la même idée centrale, ces 2 notions sont de plus complémentaires. Avec la notion de cohésion sociale, elles expriment une problématique et délimitent clairement l'objet de la recherche. En outre, celle de taux de suicide procure l'unité d'analyse des données recueillies dans ses limites.
Ces qualités de transposition d'une idée théorique, de complémentarité et d'opérationnalité que possèdent ces notions justifient le fait qu'on les distingue nettement des simples définitions en leur attribuant le statut de concept. L'élaboration des concepts est appelée conceptualisation. Elle constitue une des dimensions principales de la construction du modèle d'analyse. Sans elle, en effet, on ne peut imaginer un travail qui ne se perde dans le flou, l'imprécision et l'arbitraire. Grâce au concept de suicide et de taux de suicide, Durkheim sait quelle catégorie de phénomènes il prend en considération. Mais, en eux-mêmes, ces concepts ne lui disent rien sur la manière d'étudier ces phénomènes. Cette fonction importante est assurée par les hypothèses. Celles-ci se présentent sous forme de propositions de réponses aux questions que se pose le chercheur. Elles constituent en quelque sorte des réponses provisoires et relativement sommaires qui guideront le travail de recueil et d'analyse des données et devront en revanche être testées, corrigées et approfondies par lui. Pour bien comprendre ce qu'elles sont et à quoi elles servent, revenons à notre exemple. Dans un premier temps, Durkheim se pose la question des causes du suicide et exprime son intuition selon laquelle ce phénomène serait lié à l'état de la société elle-même. Il recherche donc les causes sociales du suicide. Ce faisant, il définit la problématique de sa recherche. Dans un deuxième temps, il fait l'hypothèse que le taux de suicide d'une société est lié au degré de cohésion de cette société. Moins la cohésion sociale est forte, plus le taux de suicide doit être élevé. Cette proposition constitue une hypothèse, elle se présente en effet sous forme d'une proposition de réponse à la question des causes sociales du suicide. Cette hypothèse permettra d'inspirer la sélection et l'analyse des données statistiques. En revanche, ces dernières permettront de la vérifier et de la nuancer. Mais avant d'en arriver là, nous constatons que cette hypothèse établit une relation entre deux concepts, celui de taux de suicide qui a déjà été défini et celui de cohésion sociale qui demande à être précisé. Le degré de cohésion d'une société peut en effet être étudié sous divers angles et estimé en fonction de multiples critères. À un tel niveau de généralisation, on ne voit pas encore exactement quel type de données peuvent être retenues pour tester une telle hypothèse. Comme critère, pour estimer le degré de cohésion d'une société, Durkheim retiendra d'abord la religion. La fonction de la religion en matière de cohésion sociale lui semble en effet incontestable au cours du XIXe siècle. On dira dès lors que la cohésion religieuse constitue une dimension de la cohésion sociale. Durkheim retiendra également une autre dimension, la cohésion familiale. Mais, pour ce qui nous concerne ici, nous nous limiterons à la cohésion religieuse. Celle-ci peut être assez aisément estimée à l'aide de ce qu'on appelle des indicateurs. En effet, l'importance relative de la solidarité ou au contraire de l'individualisme des fidèles se manifeste concrètement, selon Durkheim, par la place du libre examen dans la religion considérée, par l'importance numérique du clergé, par le caractère légal ou non de nombreuses prescriptions religieuses, par l'emprise de la religion sur la vie quotidienne ou encore par la pratique de nombreux rites en commun. Grâce à ces indicateurs qui constituent des traits facilement observables, Durkheim rend le concept de cohésion sociale opérationnel. Par suite, son hypothèse pourra être confrontée à des données d'observation. Les relations entre les éléments dont il vient d'être question peuvent être représentées dans la figure qui suit. Dans ce premier exemple, on observe que cette hypothèse établit une relation entre deux concepts, d'une part celui de taux de suicide et d'autre part celui de cohésion sociale. Chacun de ces concepts correspond à un phénomène, c'est-à-dire à quelque chose qui se manifeste, se donne à voir ou à entendre, à sentir, et peut donc faire l'objet d'une observation, respectivement, d'une part, le fait que des personnes se donnent bel et bien la mort et que ces suicides soient plus ou moins nombreux dans la société, d'autre part, le fait que les membres d'une société soient plus ou moins individualistes. Ce sont les indicateurs qui permettent cette observation. Associés à leurs indicateurs, les deux concepts qui constituent l'hypothèse sont présentés de telle sorte que l'on perçoive facilement le type d'information qu'il faudra récolter pour la tester. Le taux de suicide constitue en effet son propre indicateur tandis que la cohésion sociale, ici étudiée à partir de sa dimension de cohésion religieuse, pourra être estimée grâce aux 5 indicateurs retenus. Grâce aux indicateurs et à la mise en relation des deux concepts par une hypothèse, il sera possible d'observer si les taux de suicide de différentes sociétés varient bien avec leur degré de cohésion sociale. Ainsi mis en relation et opérationnalisé, le taux de suicide et la cohésion sociale pourront être appelés, pour cette raison, des variables.
On notera qu'en analyse de données, il est fréquent de désigner par variable ce que nous appelons ici indicateur. La cohésion sociale donc, par hypothèse, les variations sont censées expliquer les variations du taux de suicide, sera appelée variable explicative ou indépendante, tandis que le taux de suicide dont, par hypothèse, les variations sont censées dépendre des variations de la cohésion sociale, sera appelée variable dépendante. Cette relation est symbolisée par la flèche horizontale sur le schéma précédent. Dans les chapitres suivants de son ouvrage, Durkheim formule une autre hypothèse. À côté du suicide lié à une faible cohésion sociale, qu'il appelle le suicide égoïste, il considère qu'inversement, une très forte cohésion sociale peut également favoriser le suicide. C'est le cas lorsque, dans certaines sociétés, les vieillards s'abandonnent à la mort ou se la donnent eux-mêmes pour ne pas encombrer leur cadet d'un poids inutile, et par là, pense-t-il, pour terminer leur vie dans la dignité. Durkheim parlera alors de suicide altruiste. Il envisage enfin une troisième forme, le suicide anomique, qui résulterait d'un affaiblissement de la conscience morale qui accompagne souvent les grandes crises sociales, économiques ou politiques ou les périodes d'essor très rapides. Dans de tels contextes, en effet, l'écart se creuse entre les finalités que l'on se fixe ou que la société valorise, comme améliorer sa condition matérielle, et les ressources dont on peut légitimement disposer pour les atteindre. Dans ces conditions, les règles morales ne fonctionnent plus comme repères pour structurer les conduites des individus. Ce déséquilibre entre les ambitions et les moyens pour les satisfaire provoque inévitablement de graves conflits internes pouvant conduire au suicide. Cet ensemble structuré et cohérent composé de concepts, avec leurs dimensions et leurs indicateurs, et d'hypothèses articulées les unes aux autres constitue ce qu'on appelle le modèle d'analyse d'une recherche. Le construire revient donc à élaborer un système cohérent de concepts et d'hypothèses opérationnelles. 2.2 Pouvoir et réseau social. On a vu plus haut que les rapports de pouvoir entre professionnels intervenant dans des dispositifs de gestion d'une série de problèmes, comme le traitement judiciaire des justiciables souffrant de troubles mentaux, le surendettement, la délinquance ou l'échec scolaire, pouvaient être étudiés à partir d'une problématique fondée sur le concept de réseau d'acteurs sociaux. C'est également valable pour une série d'autres phénomènes liés aux enjeux les plus variés, aussi bien par exemple la circulation de notes de cours entre les élèves d'une classe d'école que les relations de voisinage, les relations de pouvoir au sein d'un parti politique ou même au sein de l'ensemble du monde politique, au niveau local ou national. Il ne faut évidemment pas confondre, d'une part, le concept de réseau d'acteurs sociaux, qui est un outil d'analyse sociologique potentiellement utilisable pour l'étude d'une infinité de phénomènes sociaux et de situations sociales caractérisées par de multiples échanges horizontaux, et d'autre part, ce qu'on désigne par le terme réseau ou réseau social dans le langage courant, comme Facebook ou un réseau de trafic de clandestins, qui sont des objets susceptibles d'être étudiés à l'aide de différents concepts, pas seulement celui de réseau d'acteurs sociaux. Cependant, aborder l'étude d'un certain nombre de phénomènes à partir du concept de réseau d'acteurs sociaux peut avoir une pertinence particulière dans des situations où se multiplient les échanges horizontaux, formellement peu hiérarchisés, dans un contexte de développement rapide des technologies de l'information et de la communication. L'étude des phénomènes de pouvoir est tout particulièrement intéressante dans la mesure où, dans les réseaux d'acteurs sociaux, le pouvoir passe à travers les multiples mailles du réseau et est dès lors moins apparent, voire occulté sous un flot de termes à connotation consensuelle, comme partenariat, synergie, participation, communication, gouvernance, etc., qui accompagnent souvent une vision d'un monde en réseau, ou encore connexionniste. Loin de considérer que le pouvoir s'affaiblirait, une analyse sociologique fondée sur ce concept de réseau doit au contraire partir de l'idée, fortement exprimée par le philosophe français Michel Foucault, que plus le pouvoir est caché, plus il est efficient. En sociologie, ce qu'on appelle, elle, analyse des réseaux sociaux, souvent exprimée par sa dénomination anglaise, Social Network Analysis, consiste d'abord et surtout en un ensemble d'outils méthodologiques visant à rendre compte rigoureusement de la structure des échanges entre différents acteurs sociaux interconnectés. Ces outils font notamment appel à la théorie des graphes et au calcul matriciel. Toutefois, il existe de nombreux travaux qui adoptent une approche des phénomènes sociaux en termes de réseaux sans faire nécessairement appel à des formalisations mathématiques plus ou moins avancées. La question posée est la suivante: comment fonctionne le pouvoir au sein d'un réseau d'acteurs sociaux ? Par pouvoir, on entend, dans un sens très large, la capacité de peser efficacement sur les actions des autres.
On se limitera ici à un modèle d'analyse de portée limitée qui combine un petit nombre d'hypothèses et de concepts. Pour un développement plus élaboré, voir Van Campenhout, Pouvoir et réseau social, une matrice théorique, Cahier du CIRT, numéro 2, Presse universitaire de Louvain, p.mai 2031-2010. Chacun pourra appliquer le modèle à une situation qu'il envisage d'étudier, par exemple un groupe d'étudiants actifs au sein de sa faculté, un ensemble de responsables politiques et institutionnels proches d'un parti politique, une association de chefs d'entreprise et de cadres qui partagent les mêmes valeurs et se réunissent régulièrement ou un groupe de voisins actifs dans leur quartier. La délimitation du périmètre d'un réseau peut parfois sembler arbitraire. S'il est facile de délimiter qui fait partie d'une classe d'école et qui n'en fait pas partie, il est moins simple de délimiter qui fait partie ou non d'un groupe de connaissances, d'une association culturelle ou d'un quartier. La décision résulte toujours d'une prise en compte conjointe, d'une part, de la réalité du terrain et de ce qu'elle impose. On ne peut pas faire n'importe quoi même si les limites d'un ensemble social sont floues ou changeantes, et d'autre part, de l'objectif et de la problématique de la recherche. De plus, les données du problème changent souvent en cours de recherche, au fur et à mesure que le chercheur découvre des acteurs et des relations entre eux auxquelles il ne pouvait songer en commençant. Ce problème de la délimitation de l'objet se rencontre avec tout concept destiné à représenter des ensembles sociaux, par exemple ceux de champs ou de systèmes. Avec le concept de réseau, il est sans doute encore plus aigu dans la mesure où, a priori et sauf exception, un réseau est ouvert et extensible, par exemple les affiliés à un parti politique ou les réseaux tissés sur le net. La question posée est abordée selon une distinction théorique classique en sociologie, la dimension structurelle et la dimension actentielle. La première concerne la manière dont les acteurs concernés sont reliés les uns aux autres. La seconde concerne la capacité des acteurs à se mobiliser au sein du réseau. Chacune de ces dimensions fera l'objet d'une hypothèse. Développons la première hypothèse, qui concerne la dimension structurelle du pouvoir dans le réseau. Dans la conception classique du pouvoir, initiée par Max Weber, le pouvoir est une relation binaire inégale entre deux parties, A et B, où A possède la capacité de faire agir B à l'encontre de ses propres intérêts et malgré sa résistance. En revanche, dans une approche en termes de réseau, A et B sont impliqués avec C, D, E, etc., dans un ensemble d'échanges multidirectionnels où ils occupent chacun une position plus ou moins avantageuse ou désavantageuse dont dépend leur capacité de peser sur les actions des autres. Pour étudier les relations de pouvoir, on ne peut se contenter d'étudier les relations entre deux personnes prises deux à deux, il faut plutôt décrire l'agencement de l'ensemble des échanges entre elles, c'est-à-dire la structure du réseau, et comparer les positions respectives des unes et des autres dans cet agencement. Freeman propose de saisir cette position structurelle du pouvoir à partir de la notion de centralité pour une explication détaillée, avec les références, voir Merkley, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 2004. Il distingue trois formes fondamentales de centralité qui correspondent à autant de sous-dimensions ou encore composantes. La centralité de degré correspondant au nombre de contacts d'un acteur, disons A. La centralité de proximité correspondant à la distance entre un acteur, disons A, et les autres acteurs du réseau B, C, D, E, etc. La centralité d'intermédiarité correspondant au fait, pour un acteur A, d'être un passage obligé entre d'autres acteurs, par exemple entre C et E, qui ne peuvent entrer en contact qu'en passant par A. L'hypothèse selon laquelle le pouvoir dépend de la position de centralité dans le réseau peut dès lors être formulée d'une manière plus opérationnelle. Le pouvoir d'un acteur au sein d'un réseau est d'autant plus grand qu'il a de nombreux contacts, que ces contacts lui sont proches, et qu'il est un passage obligé entre ces contacts qui doivent passer par lui pour entrer en relation. Pour chacune de ces sous-dimensions, des indicateurs peuvent être aisément définis. Ils seront repris dans le tableau de la page 139. Cette approche de Freeman n'épuise certainement pas l'explication du pouvoir, mais elle apporte un éclairage simple et efficace, relativement facile à transposer dans un travail d'observation. Elle met au jour et permet de saisir des mécanismes du pouvoir qui n'opèrent pas verticalement, de haut en bas, mais bien horizontalement. Une théorie structurelle du pouvoir dans le réseau expliquera le pouvoir d'un dirigeant, par exemple un ministre, non par sa position supérieure dans la hiérarchie, mais bien par sa position de centralité. Elle montre surtout en quoi un acteur qui n'a pas forcément un pouvoir formel, institué, à forte visibilité, par exemple un membre du cabinet de ce ministre,
peut avoir un important pouvoir effectif parce que tout ou presque passe par lui et qu'il est un passage obligé pour ceux qui veulent prendre contact avec le ministre qu'il sert. La seconde hypothèse trouve une de ses inspirations dans la conception positive du pouvoir tel que conçu par Michel Foucault, dit et écrit 4, 1980 à 1988, Paris, Gallimard, 1994, Les mailles du pouvoir, p. 182 à 201, et Le sujet du pouvoir, p. 222 à 243. Dans une conception négative, le pouvoir consiste à interdire et à contraindre, par exemple à travers une loi pénale. Dans une conception positive, le pouvoir consiste à faire, il mobilise. L'intérêt d'un chef d'entreprise consiste moins à imposer une sévère discipline à son personnel, conception négative, qu'à lui faire produire des biens ou des services, conception positive, bref de la valeur. Dans une conception positive du pouvoir, l'action sur l'autre ne s'exerce pas directement sur la personne elle-même, mais bien sur son action, laissant à cette personne une gamme de réponses possibles. Par exemple, un professeur qui impose un travail à ses étudiants ne peut et ne veut généralement pas contrôler quand et où ils s'y mettront, pendant combien de temps et avec quelle intensité. Sans doute vont-ils effectuer ce travail, mais à leur façon. Son pouvoir est une action sur l'action. Si l'on transpose cette conception dans un modèle d'analyse en termes de réseau, le pouvoir de A consiste, d'une part, dans sa capacité à mobiliser les autres acteurs du réseau d'une manière conforme à sa volonté, et d'autre part, dans sa capacité à ne pas se laisser mobiliser lui-même lorsqu'il ne le souhaite pas. Par exemple, un cadre d'entreprise, qui bénéficie le plus souvent d'une relativement grande liberté de mouvement et ne doit pas, peut mobiliser en fonction de ses projets un ouvrier ou un employé attaché à son poste de travail, tandis que l'inverse n'est pas vrai. On retrouve cette conception du pouvoir chez L. Boltanski et E. Schiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. Ces capacités de mobiliser et de se mobiliser constituent des sous-dimensions de la dimension actentielle du concept de pouvoir. Elles ne sont pas forcément liées à la position hiérarchique. Dans une organisation qui fonctionne en réseau, elles dépendent en grande partie de la capacité de contrôler les flux d'informations, de messages, de dossiers, de ressources qui circulent normalement dans le réseau. Accélérer ou retarder le transfert d'une information, sélectionner astucieusement à qui on la transmet et à qui on ne la transmet pas, garder pour soi une information cruciale, sont des actions qui peuvent permettre de mobiliser les autres et de décider de ne se laisser mobiliser soi-même que lorsqu'on le veut bien. Ceci montre que les dimensions structurelles et actentielles sont deux dimensions indissociables d'une seule et même réalité, le pouvoir dans le réseau. Sans prétendre être complet, notamment sur les indicateurs qui doivent être retenus en fonction de chaque situation de recherche particulière, on peut représenter comme suit la conceptualisation propre à ce modèle d'analyse. 2.3 La construction des concepts. À partir de ces deux exemples, on peut tirer un certain nombre d'enseignements à caractère général à propos du modèle d'analyse. Les premiers concernent la conceptualisation, les seconds concernent les hypothèses, leur forme et leur fonction. Comme on vient de le voir, un modèle d'analyse est composé de concepts et d'hypothèses qui sont articulés entre eux pour former ensemble un cadre explicatif cohérent. Sans cet effort de cohérence, la recherche s'éparpillerait dans diverses directions, ou bien vite, le chercheur ne parviendrait plus à structurer son travail. C'est pourquoi le nombre de concepts et d'hypothèses composant le modèle d'analyse doit rester relativement limité. Souvent même, il se structure autour d'une seule hypothèse centrale et d'un concept clé, de la même manière qu'au début, le travail s'est structuré autour d'une seule question de départ. Bien entendu, en cours de recherche, il sera le plus souvent nécessaire de définir clairement d'autres concepts auxiliaires ou de formuler des hypothèses complémentaires. Il faut toutefois éviter que la richesse et les nuances de la pensée ne compromettent d'emblée l'unité de l'ensemble du travail. Il arrive aussi qu'à partir d'un modèle relativement large, qui englobe de nombreux aspects d'un problème, comme celui qu'on a intitulé « Réseau social et pouvoir », le chercheur décide de se limiter à une des composantes du modèle, par exemple ici, celle présentée dans la première case du schéma, hypothèse 1. D'autre part, il ne faut pas confondre les concepts constitutifs d'un modèle d'analyse avec ceux dont on fait simplement usage au cœur d'un travail et qui font partie du vocabulaire courant des sciences sociales. Si le sens qu'on leur donne s'écarte du sens le plus généralement admis, il sera toujours possible de les définir au moment où on les utilisera pour la première fois.
La conceptualisation est plus qu'une simple définition ou convention terminologique. Elle constitue une construction abstraite qui vise à rendre compte du réel. À cet effet, elle ne retient pas tous les aspects de la réalité concernée, mais seulement ce qui en exprime l'essentiel du point de vue du chercheur. Il s'agit donc d'une construction-sélection. Comme nous l'avons vu, construire un concept consiste d'abord à déterminer les dimensions qui le constituent et par lesquelles il rend compte d'un phénomène. Ainsi, pour prendre une analogie, un mammifère est un vertébré qui respire hors de l'eau avec des poumons, dont la gestation s'effectue dans le corps de la mère et dont les petits sont allaités. De cette définition du concept de mammifère et de ses dimensions, il ressort que la baleine est un mammifère, au même titre que la chauve-souris, tandis que le requin, pourtant extérieurement plus ressemblant à la baleine, n'en est pas un. Construire un concept, c'est ensuite en préciser les indicateurs grâce auxquels les dimensions pourront être mesurées. Bien souvent, en sciences sociales, les concepts et leurs dimensions ne sont pas exprimés en termes directement observables. Or, dans le travail de recherche, la construction n'est pas une pure spéculation. Son objectif est de nous conduire au réel et de nous y confronter. C'est là le rôle des indicateurs. Les indicateurs sont des manifestations objectivement repérables et mesurables des dimensions du concept. Si on s'intéresse au vieillissement, dans les pays qui tiennent un registre d'état civil, la date de naissance est un indicateur pertinent qui permet une mesure précise de l'état de vieillesse. Dans les pays où un tel registre n'existe pas, le chercheur devra se rabattre sur des indicateurs moins évidents, tels que les cheveux blancs et rares, le mauvais état de la denture et la porridée. La notion d'indicateur y devient alors beaucoup plus imprécise. Celui-ci peut n'être qu'une trace, un signe, une expression, une opinion ou tout phénomène qui nous renseigne sur l'objet de notre construction. 2.4 La formulation et les fonctions des hypothèses. 1. Pourquoi des hypothèses ? L'organisation d'une recherche autour d'hypothèses de travail constitue le meilleur moyen de la mener avec ordre et rigueur sans sacrifier pour autant l'esprit de découverte et de curiosité. Pourquoi ? D'abord parce que l'hypothèse traduit par définition cet esprit de découverte qui caractérise tout travail scientifique. Fondée sur une réflexion théorique et sur une connaissance préparatoire du phénomène étudié, étape exploratoire, elle se présente comme une présomption non gratuite portant sur le comportement des objets réels étudiés. Le chercheur qui la formule dit en fait « Je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher, que cette piste sera la plus féconde ». Mais en même temps, l'hypothèse procure à la recherche un fil conducteur particulièrement efficace qui, à partir du moment où elle est formulée, remplace la question de recherche dans cette fonction, même si celle-ci doit rester présente à l'esprit. La suite du travail consistera en effet à tester les hypothèses en les confrontant à des données d'observation. Parmi l'infinité des données qu'un chercheur peut en principe recueillir sur un sujet, l'hypothèse fournit le critère de sélection des données dites pertinentes, c'est-à-dire qui sont nécessaires pour tester l'hypothèse. Ainsi Durkheim ne s'embarrasse-t-il pas d'interminables statistiques sur le suicide. Il se contente de celles qui lui paraissent indispensables pour tester et nuancer ses hypothèses, ce qui, en l'occurrence, n'est déjà pas si mal. Se présentant comme critère de sélection des données, les hypothèses sont de ce fait confrontées à ces données. Le modèle d'analyse qu'elles expriment peut ainsi être testé en tant que tel. Même s'il s'inspire du comportement des objets réels, il doit être en retour confronté à ce comportement. Si les hypothèses contribuent à une meilleure compréhension des phénomènes observables, elles doivent en revanche concorder avec ce que nous pouvons en apprendre par l'observation. Celle-ci ne constitue donc pas la simple transposition d'un modèle d'analyse, elle procure en même temps le moyen de corriger ce dernier, de le nuancer et de décider à terme s'il convient à l'avenir de l'approfondir ou s'il vaut mieux, au contraire, y renoncer. Sous les formes et les procédures les plus variées, les recherches se présentent toujours comme des va-et-vient entre une réflexion théorique, la problématique et le modèle d'analyse, et un travail empirique, l'observation et l'analyse des informations. Les hypothèses constituent les charnières de ce mouvement, elles lui donnent son amplitude et assurent la cohérence entre les parties du travail.